Par contre, la finitude, ça oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il s'agit de percevoir l'imminence, de percevoir cette présence permanente, pour nous tous, je pense, tous les jours, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, malade, pas malade. Et il me semble que c'est dans cette perception qu'on puise la lucidité, en tout cas moi, je puise la lucidité de traverser, d'explorer la vie. C'est indissociable de la vie, de la tentation de la vie. Moi, ce qui me donne la tentation de la vie, c'est cette perception de la finitude, et qui est très étrange en même temps. Voilà. Et donc ça m'intéressait beaucoup, et je pense que ça continuera à m'intéresser. Je pense que c'est pour le coup vraiment ma veine. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nadine. Bonsoir. On est très heureux de t'accueillir, Nadine, à la Maison de la Méditation, à Réseau, et puis de vous accueillir, vous toutes et tous. On a l'habitude ici voilà, d'accueillir des auteurs d'horizons divers, des penseurs, des écrivains, parfois des poètes. Et ce soir, on est vraiment particulièrement heureux d'être avec Nadine, parce que Nadine est membre de notre école de Réseau, et qu'elle publie un recueil de poèmes, Le ciel coulisse, il est là. Et pour moi, c'est vraiment très émouvant. C'est très émouvant parce que je connais bien Nadine, qu'on chemine ensemble sur le chemin de la méditation, et donc c'est quelque chose qui rapproche. Mais c'est très émouvant aussi parce que ce poème, au fond, il dit quelque chose de notre chemin, justement. En tout cas, moi, j'ai entendu un écho du chemin de la pratique de la méditation qu'on a dans Réseau. Et au fond, si je suis là, si j'ai voulu faire cette soirée, c'est pour ça. Parce que je vous dis tout de suite, moi je ne suis absolument pas un spécialiste de poésie. Je suis à peine un connaisseur, je lis un peu de poésie, mais vraiment pas du tout, je ne suis pas du tout spécialiste. Et voilà, j'ai juste été touché par le poème de Nadine. J'ai été touché de découvrir, voilà, je savais que Nadine travaillait, je savais qu'elle travaillait, mais d'avoir le poème là, imprimé dans la main, ça a été quand même, ça a été une sorte d'effraction, un petit choc. Et je suis très heureux, voilà, qu'on puisse en parler ensemble ce soir, essayer ensemble d'explorer avec toi, Nadine, ces poèmes que tu publies. Alors, je vais quand même te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Nadine Bureau, tu te consacres à l'écriture de la poésie depuis 2012 et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça correspond à peu près à ton arrivée dans l'école et dans la pratique. Et avant ça, tu t'es beaucoup consacré au cinéma. Tu as été journaliste dans le Film Français, qui est un journal professionnel. Tu as été directrice de production sur des films documentaires. Tu as été responsable de salles de cinéma. Voilà, on pourrait dire, ça c'est ta première vie. Et puis voilà, depuis 2012, tu te consacres à l'écriture poétique, ce qui est courageux, je trouve. Et tu as aussi, ça t'a amené à travailler dans l'édition, dans le monde de l'édition de la poésie.
au travers de l'édition des Carnets du dessert de lune, où tu as été d'abord co-directrice en 2021, je crois, et où tu continues de collaborer en tant que membre notamment du comité de lecture. Voilà. Et donc, Nadine vient de publier ce recueil de poésie qui s'appelle Le ciel coulisse, qui est paru dans une très jolie collection qui s'appelle Les Cahiers du Loup Bleu, aux éditions Les Lieux-Dits, qui est dirigée par Germain Ross. Voilà. Alors on va explorer ces poèmes ensemble. C'est toujours... on parle souvent de poésie dans Réseau, au travers des poètes qu'on reçoit de temps en temps, mais aussi dans les enseignements, parce que, comme j'ai déjà un peu dit, ça résonne avec notre pratique méditative. Et c'est toujours, je trouve, un défi de parler de poésie, parce que, au fond, on parle de quelque chose où on se demande toujours, mais peut-on vraiment en parler? Et donc, peut-être, avant de dire quoi que ce soit, peut-être que le mieux, si tu veux bien, Nadine, c'est qu'on commence par écouter ces poèmes, parce que je pense que quelques-uns les ont lus, mais peut-être pas tout le monde, et donc c'est bien déjà qu'on ait un peu à l'oreille ce dont il est question. Voilà, je vous propose de lire 4 poèmes qui vont donner comme ça un peu l'ambiance. Et puis tout à l'heure, Florentine, que je remercie par avance, qui est là, en lira aussi quelques-uns. Et puis, avant les questions et les réponses, moi, j'en relirai quelques-uns. Un silence s'est glissé entre la table et la pluie. La vie s'épaissit. On crie sous les ombres. On ne s'entend plus. Un double de soi circule à bas bruit. La peur résonne. Alors, tailler ses crayons à l'endroit du silence, à l'envers du monde, se taire peut-être. L'impatience transpire la peur. Sous la lampe, on tourne les pages. À l'ombre du silence, le temps clapote. Dans la brume épaisse, le cri des nuits noires. Hier froissé dans la corbeille, dehors la pluie, tristesse terreuse. Au faîte du saule, un héron évalue, une truite nage, la vie nous frôle. Dans l'odeur de la nuit, on cherche l'impression parade de la mémoire. La clarté est austère. Écrire précis, tamiser plus fin, dire qui on est. Voilà. Merci.
C'est tout à fait beau de commencer par ces poèmes-là que tu as choisis. Enfin, ça tombe bien, en fait, pour moi, parce que on a commencé avec le silence. Et avec ce vers qui m'a beaucoup frappé, moi, quand j'ai lu les poèmes, se taire peut-être. J'ai l'impression que c'est vraiment une vraie possibilité dans le poème, dans les poèmes. Le silence, l'absence de parole. La possibilité du poème, c'est peut-être de dire quelque chose sans ne jamais rien dire de définitif. Et dans les poèmes, voilà, il y a le silence qui est toujours là, qui est évoqué, même nommé à plusieurs reprises. Je me disais aussi, ce silence, il est aussi dans l'écriture elle-même, qui est, vous l'avez sûrement déjà entendu, assez concise, assez rassemblée. On sent que les mots sont choisis, que moi je me disais que tu as dû beaucoup, alors tu me diras, peut-être je me trompe, mais que tu as dû beaucoup peser chaque mot. Est-ce que celui-là je le mets vraiment? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Il y a vraiment juste ce qu'il faut et pas plus. Et donc, la première question que j'aurais par rapport à tout ça, c'est qu'est-ce qui fait que finalement un poème arrive? Comment ça se fait? Comment ça vient? Qu'est-ce qui fait que finalement on ne se tait pas, on ne se contente pas du silence et qu'on finit par écrire des poèmes? Vaste question. Bon, d'abord, je voudrais dire que tout ce que je vais dire, je le dis de mon point de vue. Ce ne sont pas des généralités, alors je ne vais pas le redire à chaque phrase, mais voilà, je dis ce qui est pour moi et non pas ce qui serait pour la poésie en général. Voilà. Alors, dans ce que dit Benjamin, il y a bon, quelque chose tout de suite qui me frappe, qui est l'histoire du silence, parce que, en effet, je crois que le silence est extrêmement important, d'abord pour moi, et aussi dans mon écriture, dans ma pratique de l'écriture, que je l'associe avec la solitude, que je ne suis pas du tout quelqu'un qui écrit dans des cafés, ou, voilà, ce qui peut être très bien, mais c'est pas du tout comme ça que je travaille. Et on m'a souvent, en effet, parlé d'une écriture du silence. Et je pense que c'est assez juste. Alors c'est tout à fait paradoxal. Et ce que tu relevais de la phrase « se taire peut-être », c'est vrai que ça introduit un doute. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de parler? Est-ce qu'on a quelque chose à dire? Et en même temps, il y a une pointe de dérision, parce que quand on passe sa vie à écrire et à dire des choses, c'est un peu drôle de dire, finalement, est-ce que c'est bien nécessaire de dire quelque chose? Et il y a quand même une nécessité, finalement, et ça renvoie un peu au vers, tu sais, dire qui on est. C'est-à-dire, il y a quand même une nécessité de dire, même si on peut à tout moment se poser la question, se taire peut-être. Enfin, moi, je me la pose souvent, dans la vie même. Et là, je peux dire qu'il y a de moins en moins de frontières pour moi entre la poésie, la vie, la méditation. Tout ça est un peu la même chose. Et dans cette écriture du silence, en effet, je crois qu'elle se voit. Et quand on me le dit, parce qu'on me l'a dit là, j'ai eu beaucoup de retours sur ce recueil. Et les retours sont formidables parce qu'ils ils m'enseignent beaucoup de choses et ils me disent beaucoup de choses, ils me font voir beaucoup de choses. Et
et en fait, je pense que c'est assez juste, cette histoire d'écriture du silence. Et ça m'a fait penser un peu aux peintures chinoises à l'encre et à l'eau, où finalement c'est le fond, c'est le blanc du papier, c'est le fond du papier qui révèle la forme, qui dessine la forme. Et il y a quelque chose comme ça, je trouve, voilà, dans ces poèmes. Et puis je voudrais dire aussi, juste pour approfondir un tout petit peu cette histoire de silence, que je crois que écrire avant de parler, c'est écouter. Voilà, on ne peut pas. C'est d'abord écouter et après c'est écrire. Et pour moi, la poésie, c'est vraiment écouter. Et on pourrait dire écouter le caillou qui tombe au fond du puits. Voilà, se taire, écouter le caillou qui tombe au fond du puits. Et là commence l'enfer, c'est-à-dire comment dire en effet, comment transcrire finalement cette expérience d'écoute, quelle qu'elle soit un caillou ou autre chose. Et voilà, et donc le silence, c'est aussi la porosité qu'on a avec une situation et voilà, et qui nous transforme. Voilà, peut-être pour cette première réponse. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà, peut-être on peut dire ça. Et du coup, temporellement, est-ce que ça veut dire qu'il a fallu beaucoup écouter avant de commencer à écrire? Ou est-ce que, très concrètement, ces poèmes, depuis combien de temps tu les écris? Alors, je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Sur ce chantier, c'est-à-dire sur ce recueil, j'ai vraiment travaillé 2 ans, complètement. Hein. Bon, sachant que, comme tu l'as très bien vu, je peux passer des mois à chercher un mot. Donc, ça peut prendre un certain temps. Tant que je ne suis pas totalement, que je trouve que le mot n'est pas tout à fait juste, je peux comme ça continuer à travailler. Et donc je travaille beaucoup pour être au plus près de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je traverse. Alors bien sûr, dans cette cuisine, il y a beaucoup d'inconnus. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses que même qui arrivent et que je ne vois pas ou que je vois après coup. Il y a des choses que je vois dans les retours ou avec le temps, que je n'ai même pas vu en le faisant. Néanmoins, je cherche beaucoup. C'est le poète Gilvik qui dit écrire, c'est creuser dans du noir. Et ben moi, voilà, je suis assez bien là-dedans. J'ai l'impression souvent comme ça, de sculpter le réel, d'essayer d'éliminer le superflu, de trouver, oui, le mot juste. Voilà, ce que je pense qu'il y a une... Même si j'ai passé 2 ans, ce travail ne pourrait pas exister sans les travaux qui ont eu lieu après. Et forcément, ils auront un lien avec les travaux plus tard. Enfin, voilà, c'est... Ceux qui ont lieu avant, tu veux dire? Avant Oui. ce recueil, sans le travail qui a été fait avant, je ne peux pas écrire celui-là, même si c'est un chantier différent. Et dans le chantier d'après, qui ne sera pas du tout le même, il ne peut pas exister sans ce recueil-là. Et peut-être en ce sens-là, je ne sais pas, peut-être des gens comme Florentine pourront dire ce qu'ils en pensent, mais peut-être on écrit, je ne veux pas dire qu'on écrit un seul poème dans sa vie, mais je pourrais presque le penser. Alors après, c'est des encoches sur... voilà, il y a comme ça un flux, et puis de temps en temps, il faut bien... il y a une encoche, et un recueil, il paraît ou il paraît pas, enfin voilà. Mais au fond, il y a quand même quelque chose qui court. Oui, parce que j'ai dit en introduction que tu avais commencé, enfin, tu t'étais consacré entièrement à la poésie en 2012, mais de ce que je crois savoir, ton lien à la poésie, il est là depuis quand? Depuis, alors, consciemment, vraiment depuis l'adolescence, où c'était vraiment ce que je voulais faire.
écrire, peindre, la philosophie. Voilà, la vie a fait que je me suis beaucoup contrariée et j'ai fait tout à fait autre chose. Mais pas complètement non plus autre chose. Les gens qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai toujours écrit, que j'ai toujours... Enfin voilà, c'est pas non plus tout à fait juste de dire qu'il ne s'est rien passé pendant toutes ces années, mais entre écrire et se consacrer et travailler pour de vrai, il y a quand même une sacrée nuance. Après, je crois que vraiment, même dans l'enfance, j'avais un rapport poétique et méditatif au monde. Vraiment, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai ce rapport au monde et à la solitude et au silence. Après, j'ai beaucoup parlé, mais voilà, comme quoi on fait beaucoup de circonvolutions. J'ai fait beaucoup de circonvolutions pour revenir, en fait, à ce qui était là au départ. Mais bon, je pense que les gens qui pratiquent la méditation voient un peu aussi de quoi je veux parler. Voilà. Alors, pour être très honnête, quand j'ai lu le poème pour la première fois, il y a une chose qui m'a beaucoup, beaucoup agacé. C'est le « on ». Parce que le poème est écrit avec le pronom impersonnel « on ». Et au début, ça m'a agacé. J'ai trouvé que c'était voilà, impersonnel. Peut-être même, je trouvais ça, quand même, elle exagère d'écrire un poème avec le « on ». C'est un peu vulgaire, quand même. Et puis en relisant, parce que un poème... En fait, pour vraiment aller au bout, je me suis dit, mais peut-être justement, ça m'agace, peut-être c'est intéressant quand même, justement parce que ça m'agace. Et un poème, au début, moi en tout cas, un poème quand il est vraiment... au début, il me dérange. Avant de vraiment me parler et d'ouvrir quelque chose, au début, il me dérange. Donc, pour moi, en tout cas, c'était un bon signe. Et finalement, ce « on » a ouvert quelque chose. Il fait cette imprécision du « on » fait que à la fois on sent que tu parles pour toi, et à la fois pas. Et à la fois on est nous aussi inclus dans la parole, dans ce qu'on entend. On se sent impliqué vraiment dans le poème. Alors, est-ce que tu peux en dire quelque chose? Comment ça t'est venu? Comment tu as fait ce choix? Alors, ça m'est venu quand même assez facilement, assez naturellement. Je ne peux pas dire que j'écrirais tout le temps comme ça. Voilà. Mais là, j'ai essayé le je, de temps en temps, le je me venait, ou le nous. Et puis, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et assez vite, je suis arrivée au on. Et c'est ce qui me venait, et je me suis dit, eh ben, puisque voilà, c'est ce qui me paraissait le plus juste. Et en effet, je crois qu'il, dans ce recueil, il a pour moi une vocation un peu universelle. C'est-à-dire qu'il m'a permis, parce que c'est aussi, je pense, que je suis et mon travail, il m'a permis de sortir de l'anecdote, de sortir du récit de soi-même, de sortir de je suis allé au marché, et puis ça peut être formidable, hein, mais voilà, je n'étais pas là-dedans, je ne suis pas là-dedans, ce n'est pas ma veine, je crois. Et paradoxalement, je crois que ça a créé une intimité avec le lecteur, une possibilité d'altérité. Et alors je le sens dans tous les retours où les gens me disent mais c'est de moi aussi dont on parle. Et là, j'ai l'impression que le on donne aussi cette possibilité. Sûrement qu'on peut le faire autrement, hein, mais voilà, en tout cas, il donne cette possibilité. Et donc, ce n'est pas du tout un on impersonnel, voilà. Mais ça me convainc beaucoup plus qu'un je ou qu'un nous, en l'occurrence, dans un travail qui a quand même une dimension assez existentielle, voilà, donc on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais alors le seul écueil du on, auquel je me suis posé les questions pas très longtemps, c'est que dans notre époque,
le on se conjugue forcément au masculin. Je suis une femme et voilà. Et je me suis dit, on va me dire, voilà. Et c'est vrai que c'est, voilà, on dit tout d'un coup, parce qu'il y a certains passages où tout d'un coup, je suis un peu plus dedans, et donc tout d'un coup, je deviens conjuguée au masculin, forcément, c'est comme ça. J'ai pas trouvé la parade. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un la trouvera un jour, mais moi je ne l'ai pas trouvée et je décidais que voilà, c'était comme ça. Et je suis très contente. Et nous aussi, parce que du coup, c'est vrai que on plonge dans ton monde. Il y a un côté, c'est tout à fait surprenant parce qu'il y a un paradoxe que le on garde bien justement comme paradoxe à mon avis, c'est que sans jamais tomber, comme tu le disais, dans un récit du vécu, de quelque chose de personnel, on touche quand même à une forme d'intimité de ton expérience qui est la tienne. Tu parlais tout à l'heure du vers dire qui on est. Il y a bien un côté où dans le poème, quand on te connaît un peu, on voit bien que tu es là, ne serait-ce que dans la tonalité, dans le rythme, on te reconnaît dans le poème. Et il y a quelque chose de très intime, je pense aussi, mais tu me diras, que le on permet une certaine pudeur, c'est-à-dire qu'il permet d'approcher cette intimité-là peut-être de manière plus proche et plus juste qu'avec le jeu. Et ce qui est le paradoxe, c'est que en entendant cette parole, qui est une parole très singulière, qui est la tienne, on touche quelque chose de l'universalité de l'existence, enfin, on touche notre propre intimité, et donc, malgré l'extrême singularité du poème, il y a quelque chose de l'universel qui est là et qui fait que le poème peut se partager. Oui, et alors, moi, c'est vraiment... c'est vraiment ce qui m'a ce qui est le plus précieux pour moi, c'est justement c'est ça, c'est-à-dire que mon texte puisse être un écho de l'altérité, une expérience partagée du monde et de notre condition humaine, qui, comme tu le dis, est à la fois très intime, c'est tout à fait, c'est une traversée qui n'appartient qu'à moi et qui est ma traversée. Et mon passage m'a traversée, voilà, et il y a des choses qu'on peut voir, des choses qu'on ne peut pas voir, mais qui sont néanmoins dedans. Et pourtant, et ça je le vois à travers les retours, le fait que vraiment il y ait... que je sente vraiment cette altérité, cette expérience partagée, cette chose où on me dit... on se reconnaît, je me reconnais, voilà, c'est notre vie d'humain, enfin c'est notre vie, voilà, notre passage, notre rapport à la finitude, notre rapport, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir dedans. Alors moi, c'est ma seule ambition, c'est-à-dire vraiment, rien ne peut me faire plus de bonheur, enfin c'est vraiment... je n'espérais même pas tant. Enfin, voilà, c'est vraiment... Oui, je peux dire que c'est mon ambition. C'est peut-être ce qui fait que tu ne t'es pas tue, finalement. Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûre que ce soit ma vraie nature. J'aime beaucoup le silence. Mais... Peut-être on pourrait lire d'autres... oui, d'autres poèmes. Si Florentine veut bien. Alors j'en profite pour remercier Florentine de participer à la lecture. Est-ce qu'on a un micro pour Florentine? Oui, oui, super.
J'avais envie de m'asseoir là, mais je ne Oui, sais pas si si c'est bien. Oh là. C'est très Ah bien. oui, peut-être. Oui, c'est ça. Pour la caméra, ça va, oui? Oui. Entre les deux? Bien là. Oui, un test micro. Je peux le tenir vraiment bien près. Ouais. Le ciel coulisse, comme au premier jour. Dehors, dedans, on ne sait plus. L'air est sucré, l'eau murmure. Depuis l'enfance, on ne pèse pas plus qu'un merle. Toucher la terre, poser sa peine, faire le poids, s'envoler. Le jour s'ouvre jaune. Douleur à l'épaule droite. Aller, venir, oublier le paysage, puis le crayon. Laisser le vide se remplir, serré comme un café au fond d'une tasse. On voudrait savoir s'il y a quelque chose à faire, quelque chose à dire. Le soir, on se couche, unique spectateur, déjà sur le départ. Bientôt, un souvenir. Au ventre du jour qui vient, la tendresse a tout submergé. On a commencé à bercer l'enfant roulé en soie, la vie presque perdue. Ce ne sera pas possible, ce ne sera plus possible. Il fallait sans doute commencer par là, mais on ne savait pas. On a vécu, tel un autoportrait, on s'est reflété. Ciel d'orage sans orage, aveuglé, ignorant, on veut tout, l'espace, le temps. Pensée fleuve, roman à l'eau de rose. Une rayure blanche traverse la pluie. Le vent emporte le ciel, dans les hautes herbes, une truite nous regarde laver notre seau. La vie presque finie, ni vue, ni connue. On a marché longtemps, une vie entière. On voulait couper la peur, sa rage, éclairer la nuit des mots, égarer sa peine, rentrer à la maison. Nulle part où aller. Et alors ? Au petit matin, loger son âme dans le barillet. L'horizon tourne, défoncé, l'espace s'aligne. Une humeur de chien nous tient en laisse, ça sent la reddition. C'était jour de rhume, alors Merci. Merci beaucoup. Alors, si on entre un peu plus dans le corps de ces poèmes, il y a quelque chose qui est comme un fil dans ce recueil, c'est la question du temps qui s'écoule, voire même plutôt du temps qui s'est écoulé,
qui a plutôt tendance à aller vers sa fin. Je crois que ça faisait partie des vers que tu as lus, Florentine, La vie presque finie. La vieillesse est évoquée, la mort aussi. Est-ce que c'est le thème du recueil? Est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? Et comment s'est apparue cette question du temps? Est-ce que ça a été une forme de nécessité ou est-ce que c'est plutôt apparu après coup? Alors oui, je pense que le temps est vraiment au cœur du ciel coulisse, c'est évident. Je pense que ça s'est imposé parce que je n'arrive pas vraiment à avoir d'autres préoccupations dans l'existence que le temps, la finitude. Enfin voilà, si on se penche sérieusement sur les choses, ça fait quand même partie de ce qui constitue la vie. Et ce qui peut-être rend la vie riche aussi. Et peut-être aussi parce que j'en suis là où j'en suis dans mon existence, bien sûr. Et voilà, et quelque chose s'est imposé du passage, de notre passage, des passages, de nos traversées, voilà. Et en fait, ensuite, bien sûr, quand on écrit, il y a aussi des poèmes qu'on est amené à délaisser ou qui seront peut-être ailleurs. Voilà, mais on constitue un recueil. Le recueil, il faut qu'il y ait quand même un lien. Et c'est vrai que le temps et le rapport, enfin, plus que le temps, peut-être le rapport au temps est vraiment au cœur du recueil. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a accompagnée. C'est la notion de bardo. Le bardo, dans le bouddhisme, c'est, moi, enfin, en tout cas, je l'entends comme ça, c'est une notion qui nous fait voir que toute situation est un passage, un entre-deux, qui a un début ou une fin. Que la situation dure 1 heure, qu'elle dure une journée, qu'elle dure une vie. En tout cas, il y a toujours ce déroulé, c'est vrai pour une séance de méditation, c'est vrai, il y a toujours ce déroulé, il y a un début, il y a une fin. Voilà. Ce qui se passe, et ce qui m'a intéressé, c'est ce qui se passait entre les deux, finalement. Voilà, c'est l'espace du passage. Et c'est pas. Alors voilà, on peut dire c'est poignant. Pour moi, c'est pas triste non plus, d'abord parce que quand j'écris, le temps s'allonge incroyablement, c'est un moment absolument formidable, le temps pratiquement disparaît, c'est quand même formidable. Après, on l'associe, il y a l'ombre, il y a les ténèbres, il y a la finitude. Alors, moi, je parlerai pas je dirais pas qu'il y a la présence de la mort, parce qu'en fait, moi, la mort, je la connais, je sais pas ce que c'est. Voilà, je n'en ai pas fait l'expérience, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, la finitude, ça, oui, ça m'intéresse beaucoup. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'il s'agit de percevoir l'imminence, de percevoir cette présence permanente, pour nous tous, je pense, tous les jours, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, malade, pas malade. Et il me semble que c'est dans cette perception qu'on puise la lucidité, en tout cas moi, je puise la lucidité de traverser, d'explorer la vie. C'est indissociable de la vie, de la tentation de la vie. Moi, ce qui me donne la tentation de la vie, c'est cette perception de la finitude, et qui est très étrange en même temps. Voilà. Et donc ça m'intéressait beaucoup, et je pense que ça continuera à m'intéresser. Je pense que c'est pour le coup vraiment ma veine, quels que soient mes chantiers. Je ne pense pas que ça disparaîtra. Après, l'ombre et les ténèbres, c'est encore autre chose, peut-être.
j'ai été très frappée et, je peux dire, interrogée, surprise, dans beaucoup de retours que j'ai eus sur ce recueil. De nombreuses personnes m'ont dit que le recueil leur faisait du bien. Alors j'ai été quand même un peu surprise parce que je trouvais que c'était quand même un peu sombre et donc ça m'a quand même interrogée. Et les gens qui me disent ça, et il y en a quand même plusieurs, sont souvent des gens qui traversent des périodes justement d'ombre. Et comme si, du coup, le recueil, oui, leur faisait du bien. Et je me suis dit que, et là il y a peut-être un pont avec notre pratique de la méditation, il me semble que le fait de regarder la vie en face, de regarder voilà, notre finitude en face, c'était la meilleure source d'apaisement finalement, et d'humanité, et que ne pouvait pas y avoir d'ombre sans lumière, pas de lumière sans ombre, et que c'est ça aussi la vie, de comprendre la vie, c'est que les deux sont ensemble et non pas tour à tour finalement. Voilà, donc dans ce sens-là, je pense que tous ces sujets sont vraiment le temps, l'ombre, la lumière, les ténèbres, la finitude, vraiment au cœur du recueil, ça, c'est certain. Et je pense certainement de mon travail, très au-delà, et de ma vie finalement, très au-delà de ce recueil en particulier. C'est vrai que ce qui est frappant, c'est que, comme tu l'as dit, il y a un côté où tu fais face à ça, à la finitude, à l'ombre, avec aussi, je pense, qui aide beaucoup, un peu d'humour. J'espère. Ce qui fait que c'est jamais, on tombe jamais dans une forme de désespoir. Au contraire, le fait de faire face à l'ombre, j'ai l'impression, dans les poèmes, ouvre quelque chose. Il y a un possible qui Oui, s'ouvre. c'est le possible de la vie, en effet. C'est ça qui permet d'aller plus loin dans l'exploration de la vie. Oui, tout à fait. C'est pas, effectivement, il n'y a pas de pathos, enfin, c'est pas quelque chose de triste, c'est juste la réalité. Et là, on en revient aussi à tout notre travail sur le réel. Et voilà, regarder la réalité, voir la réalité, essayer de percevoir la réalité, c'est peut-être la meilleure chance qu'on a d'être qui on est, de vivre sa vie. Il n'y en a peut-être pas beaucoup d'autres, finalement. Parce qu'après, il y a le rêve, tout ce qui est irréel, tout le théâtre, enfin bon, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi, sans aucun doute, une manière oui, justement, de sortir du théâtre, hein, et de dire qui on est. Alors, tu as parlé du bardo. Et c'est vrai que dans le poème, j'ai tendance à dire le poème, je suis désolé, parce que non, mais c'est pas... y a un moi, ça fil, m'intéresse que tu dises ça. dans le recueil, en tout cas, on n'est jamais très confortable, parce que c'est quand même assez instable, au fond, ton écriture. On passe vraiment constamment d'un registre à un autre. Alors, on est parfois sur des choses très profondes, où on sent qu'on touche le cœur de l'existence. Puis, par moments, il y a des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre du sensoriel, de la perception, de l'exploration des sens. Et puis, il y a des moments où, moi, en tout cas, je suis très déconcerté. Des moments voilà, où il y a de l'humour qui paraissent un peu saugrenus, un peu incongrus, comme quand tu dis on est sorti vider la théière. Bon. Douleur à l'épaule droite. Un verre coincé dans un bec jaune. Il y a comme ça des... pas dans le même poème. Hein. Non, je sors comme ça des choses qui tout à coup font fraction
et sont un peu déconcertants. Et je me suis dit que cette manière, au fond, de cette instabilité, moi, elle me ramène là beaucoup à l'expérience qu'on fait dans la pratique, dans la méditation. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est sûrement les moments les plus méditatifs de captation de notre bain. C'est la porosité avec ce qui nous entoure. Parce que, en fait, je crois que l'écriture, pour moi, c'est vraiment une perception. Alors, d'abord, une perception. Et ça peut être une perception vraiment tout à fait là de ce qui est là. Et ensuite, un travail de transcription. Et c'est marrant que tu parles d'instabilité parce que je trouve que l'enjeu, enfin, c'est la transcription d'un monde qui est à la fois flottant et incroyablement factuel. Parce que, voilà, le vert dans le bec jaune, c'est très factuel. Et en même temps, notre monde est quand même, ce qui nous entoure est très flottant, et nous aussi. Et voilà. Et donc, l'enjeu, c'est... on avait dit, à propos de mon écriture, on avait cité une phrase de Leonora Carrington qui dit... un œil dans le microscope et un autre dans le télescope. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est comment, en fait, arriver à transcrire une question existentielle en même temps que le bec jaune, la théière, voilà. Et que ça se tricote, je trouve, forcément ensemble dans la vie, enfin, tout le temps, dans la pratique, et que moi c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. Et alors c'est sans fond, c'est impossible, parce qu'en fait on n'arrivera jamais à tout à fait retranscrire le réel. C'est trop vaste, c'est trop complexe. Les peintres le savent bien, c'est l'enfer et le paradis au même endroit, parce que c'est impossible. Mais on essaie, c'est pas une raison pour ne pas essayer. Voilà, alors on essaye, et puis c'est ça qui nous passionne, ou moi qui me passionne, c'est d'essayer de transcrire au plus près, à la fois de ce qui est, et à la fois de ce que je suis. C'est-à-dire, c'est le mélange des deux. On est dans l'état poétique ou dans l'état méditatif, je pense que pour moi en tout cas c'est la même chose, on est comme une porte battante finalement, hein, entre ce qui est dehors et ce qui est dedans. Il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoine Hémas, dont je voudrais absolument citer le nom parce que c'est quelqu'un d'essentiel pour moi, qui dit, qui est mort il n'y a pas longtemps, on avait le même âge, il est mort il n'y a pas très longtemps, et qui dit « Écrire, ce serait comme entrer dehors ». Et j'aime beaucoup cette phrase et je trouve que c'est très juste. Voilà. Merci. Je tourne le dos. Voilà ce que je pourrais un petit peu dire par rapport à ça. Et en effet, c'est permanent, quoi, hein. Donc à partir de là, d'ailleurs, on a de la matière tout le temps. Parce que tout est matière. Tout est matière à travail, tout est matière à écrire, tout est matière à réfléchir, tout est matière à vivre finalement, puisque tout est là tout le temps. Ce qu'on est, ce qui nous entoure, voilà. Et on sait bien ce rapport entre les deux. Merci. Peut-être qu'on va un peu ouvrir la discussion. Je lis peut-être les 4 c'est ce que j'allais te proposer. Les questions-réponses. On lit encore j'en lis 4. Quelques poèmes, et puis après on ouvrira un peu. La pluie raconte le toit mieux que nos mots. Même lire semble démission du jour qui vient, de la mort qui approche.
On écoute la vie couler, régulière, assidue. À la balustrade, on s'est tenu. Vertige du paysage, on a beaucoup parlé, le temps a passé. Maintenant, on se fiche de la vue. Le temps court et jours se suivent. Que reste-t-il à dire? L'odeur du poisson, peut-être, agonisant la bouche ouverte sur les berges de l'enfance. Hier, demain, posé sur la rive, sans autre fin. On donne vie à l'ombre qui passe, on voyage. Merci. Bien voilà, si vous avez des questions ou bien des partages sur les poèmes, vous êtes les bienvenus. Oui. On va faire passer le micro pour que ce soit enregistré, pour que tout le monde entende bien aussi. Oui, j'aurais envie de poser une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'on creusait un peu quand on écrivait toujours le même sillon. Et qu'un recueil, finalement, tu as employé le terme d'encoche que j'ai trouvé très juste. C'est un recueil, c'est un point de focal, une concentration. Et là, ce recueil vient d'être publié, donc maintenant il y a une réouverture de plein de choses possibles. Et je voudrais savoir comment tu abordes ça, cette réouverture, voilà. Oui, alors c'est des questions que je me pose. Alors j'ai un chantier qui est déjà un peu en route, même si là, avec la finition du recueil, la parution du recueil, voilà, là c'est un moment, je me remets vraiment au travail là en début d'année, mais c'est quand même quelque chose qui est en route. Et alors j'ai vraiment cette double chose, c'est-à-dire l'impression que la veine, au fond, ce qui me passionne vraiment, ça continue. C'est un flux qui, je pense, vient de loin et va continuer. Et puis, en même temps, par contre, un travail sur la forme qui ne va pas forcément être la même chose. C'est-à-dire, ce ne sera pas forcément un autre recueil avec les mêmes poèmes, la même structure, par exemple. Donc là, je travaille quelque chose sur la transmutation. Soyons fous, hein. Qui ne risque rien à rien. Et donc, quelque chose qui serait comme une transmutation du vécu en expérience, de l'expérience, comment dire, en espace d'apparition. Et là, je trouve que finalement, un peu comme transformer le plomb en or, finalement, autant avoir de l'ambition, mais c'est peut-être ça ma traversée, déjà, là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la transmutation. Et Benjamin m'a dit une chose formidable quand on travaillait pour préparer cette soirée. Il m'a dit l'approche de ce qu'il entendait, l'approche de sa propre énigme en même temps que celle de l'existence. Et au fond, c'est ça aussi. Quoi. Et voilà. Et voilà. Donc on pourrait dire que.
Voilà, donc je pense, alors peut-être aussi il y a une histoire, je pense à ça par rapport à la question de Florentine, une espèce d'histoire d'âge, parce que moi, en fait, c'est ma préoccupation, mais c'est aussi, j'ai envie de creuser quelque chose, mais c'est aussi ma démarche dans la vie, c'est-à-dire c'est vraiment d'explorer, de creuser, d'aller de plus en plus loin, de plus en plus en avant, parce que c'est ça qui m'intéresse. En fait, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail, c'est l'exploration. Le reste, en fait, je m'en fiche un peu. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que, bien sûr, il y aura une autre forme, parce qu'il y a une autre forme qui s'impose. Les formes s'imposent aussi par rapport au sujet qu'on a. Je ne pense pas que ce sera radicalement différent, mais ce ne sera pas forcément la même chose. Voilà. Mais je ne suis pas non plus, j'ai peut-être tout bêtement, j'ai pas le temps d'essayer, je sais pas, 500 000 trucs. Puis c'est pas, voilà, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça répond à ta question, Florentine ? Merci beaucoup Nadine et Benjamin. Moi, dans la lecture de ton recueil, aussi une des choses qui m'a frappée, c'est la verticalité. Et je trouve que c'est tout à fait en lien avec le on. Enfin, dans la perception que j'en ai, je ne dis pas que c'est général, mais dans le on, il y a quelque chose comme ça, d'une verticalité qui descend, que le je, c'est plus horizontal, c'est plus comme quelque chose qui se déverse comme ça. Que là, il y a quelque chose qui tient et qui descend dans je sais pas, une transcription du réel ou de notre existence qui est profonde. Et le on, je trouve que ça marque ça. Voilà, donc ça m'a frappé déjà quand je l'ai lu, mais c'était pas aussi clair. Là, de vous entendre en parler, je trouve que c'est très... il y a vraiment quelque chose comme ça, clac, quoi, et qui nous fait toucher... qui nous touche, enfin qui me touche, disons, et qui fait toucher quelque chose de profond de notre rapport à l'existence, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien quand on dit que ma poésie est verticale, parce que je le sens aussi comme ça. Je ne pourrais pas le dire pourquoi, mais voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que le on, je ne l'avais même pas vu. Pourtant, je crois que j'ai écrit, ça bien longtemps, quelque chose sur la différence entre le on de la dictature du on et le on des poètes. Je te donnerai ça, je crois que c'est dans mon premier livre. Donc ça m'a absolument pas gênée puisque je ne l'ai pas vu. Parce que je crois que je ne vois pas comment tu aurais pu dire autrement. Ça, c'est vrai, je ne vois pas. Parce que c'est complètement autobiographique, enfin au sens où c'est complètement toi, mais en même temps c'est tout à fait autre chose dont il s'agit. Moi, ce qui m'a semblé très très poignant, comme je te l'ai dit déjà, c'est ce côté in extremis, cette espèce de reprise que on pourrait. Ce qui je trouve très poignant, c'est qu'on sent qu'à chaque moment, on peut passer à côté de la vie. Et qu'il y a quelque chose où... Alors, c'est pas simplement une question d'âge, c'est pas simplement parce que tu as commencé à écrire assez tard, finalement, ce qui est la vérité aussi, et qu'au fond, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas écrire ? Moi, c'est ça aussi qui me... Il y a un côté, je vais accéder à quelque chose qui me tient à cœur. Alors j'allais dire l'écriture, mais c'est pas l'écriture, c'est l'existence à travers l'écriture. Et on peut, et tous, je trouve ça très poignant parce qu'on sent qu'on peut, il y a ce moment de déval où on peut tous passer à côté de l'essentiel. Et ça, je trouve ça très 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 touchant. Cette espèce de à la recherche du temps perdu, c'est vraiment ça. Mais on est tous dans le temps perdu. Et il y a un moment, quelque chose qui se redresse et qui fait que tu écris et
qui trouve la forme par rapport à une espèce de, quand même, de tragique de la vie, parce que tes poèmes sont... Il y en a que je trouve tout à fait saisissants. Hein. Moi, celui, je te l'ai dit, hein, celui qui me plaît le plus, c'est « À l'horizon de la vieillesse, on s'écoule comme on peut. Haut sur la pierre à peine contrariée d'un trait de lichen, on entre dans la file, la mort nous précède, le désastre, enfin, nous réunit un par un. » Simplicité absolue. Et je trouve ça vraiment formidable. Enfin, c'est même pas formidable, ça, c'est pas le mot qui convient. C'est vraiment... ah oui, c'est ça la vie. Voilà, tu touches à des moments de simplicité en sautant dans la vie alors que tu n'aurais pu pas le faire. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment exprimer ça. Ça a été à deux doigts, comme tu dis, c'est in extremis. C'est in extremis. C'est une très bonne expression. Voilà. Moi, c'est ça. C'est tellement facile de ne pas exister. Tellement facile. Et là, pas facile en même temps. Oui, et pas facile, évidemment. Je vais faire une petite citation, parce que ça m'évoque vraiment ça. Camus à René Char. On parle de la douleur de vivre, mais c'est de la douleur de ne pas vivre dont on devrait parler. C'est ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui tremble entre ne pas vivre et vivre dans ton texte, et ça, c'est très poignant. Merci à vous deux. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ton recueil, pour moi, ça a été une expérience picturale. C'est-à-dire que je me suis plongée, donc j'avais dans ma poche, là, depuis 2-3 jours, je préparais la soirée, et je suis complètement imprégnée, comme si j'avais une teinture. Enfin, c'est très étrange, la sensation de plonger dans un bain, un peu comme quand on regarde certaines œuvres picturales, justement. Voilà. Donc je voulais partager ça parce que c'est pour moi, qui ne suis pas une grande, on va dire, connaisseuse de la poésie, j'ai pu totalement me plonger. Et comme toi, le « on » m'est apparu, mais à retardement. C'est-à-dire qu'au début, ça m'a paru tout à fait... Enfin, je ne l'ai pas vu, puis tout d'un coup, je me dis, tiens, elle dit « on ». Et ce « on », je le trouve tellement confortable pour aborder ton travail aussi. C'est-à-dire qu'on se sent... Enfin, moi, je me suis sentie vraiment... avec toi dans ce que tu racontes, dans ce que tu écris, dans cette justesse, cette précision, cette fameuse verticalité. Mais il n'y a pas que de la verticalité, il y a aussi autre chose, de l'espace, de l'ouverture et de l'imprégnation qui m'a beaucoup... Et donc le mot qui me venait là en arrivant, c'était teinture. C'est très étrange, voilà ce que je voulais partager. Merci en tout cas. Merci. Moi, ça me comble, bien sûr. Alors, je te l'ai déjà dit, mais je vais quand même le dire. Moi, ce qui m'a marqué, et ce qui a fait que c'était poignant, c'est la tension. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être sous tension entre des choses très profondes, qui nous appellent, comme la mort, la finitude, etc., et la légèreté. Et en fait, c'est tenir ensemble les deux que j'ai trouvé très important. Voilà. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'a interpellée, c'est qu'il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une liberté, ça se termine de manière souvent très ouverte, et avec une interrogation, un doute. Donc, c'est pas fini. Et ça, je trouve ça
très joyeux. Voilà. Merci. Merci à tous les deux, en tout cas, parce que c'était. Je me disais, mais de quoi ils vont parler? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'était sympa d'avoir lu et ça se déroulait bien, etc. Et moi, j'avais envie de dire un peu la même chose, en fait, parce que c'est sur la forme. J'aimerais que tu nous en parles un peu de la forme, parce que à la fois, voilà, on a l'impression que tu as un crayon scalpel et tu tiens cette légèreté. Moi, j'ai l'impression d'avoir des plumes, voilà, légères, et à la fois c'est très dense. Et moi, le truc jaune dans le bac, moi, voilà, j'avais l'impression que parfois il y a une forme de haïku, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a le héron qui regarde en haut, il y a la truite qui regarde, il y a le bac avec le truc jaune qui fait effraction, voilà, il y a l'ouverture, et comme un point d'interrogation, c'est un peu ça, une espèce d'énigme, le petit poisson là, et j'avais l'impression, voilà, moi je ne connais pas bien les haïkus, mais j'avais un peu l'impression d'une forme comme ça. Et ma question, c'est, voilà, est-ce que cette forme s'est imposée? Est-ce que tu es inspiré par ces formes-là ou Alors écoute, sans tomber dans un débat qui a un peu d'intérêt, je dirais que c'est une poésie courte, mais ça n'est pas des haïkus. Ce ne sont pas des haïkus. Voilà, les haïkus, c'est très codifié, même si aujourd'hui il y a de la liberté sur les haïkus. Voilà, donc ce ne sont pas des haïkus. Sûrement, ce que tu ressens et qui peut avoir des parentés, et qui fait d'ailleurs que je peux énormément aimer des poètes chinois ou japonais, qui font du haïku ou autre chose que du haïku d'ailleurs, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est le microscope et le télescope. C'est la question existentielle qui se tricote avec le réel qui est là. C'est l'effraction du réel qui provoque aussi une réflexion. C'est vraiment, et ça existe évidemment dans le haïku, c'est aussi le travail du haïku, mais vraiment ça n'en est pas. C'est quelque chose de banal, d'ordinaire, qui est là en tout cas, et voilà, et que je regarde et que j'entends, va en fait m'emmener ailleurs. Et aussi, le fait d'aller ailleurs, ça va me faire percevoir aussi un peu mieux les choses. Par exemple, quand j'ai commencé à écrire, c'est en préparant que je me rappelais ça, je crois que j'avais quand même un écran entre moi et le monde, et que j'écrivais pour que les choses existent. C'est-à-dire qu'au fond, tant que je n'avais pas écrit que l'herbe était verte, l'herbe n'existait pas vraiment, elle n'était pas vraiment verte. C'était une manière quand même de me connecter finalement au réel. Et je pense quand même que les années passant, peut-être la pratique, sans doute, et la pratique de l'écriture aussi, enfin c'est un ensemble, la vie, fait qu'aujourd'hui, je peux traverser l'herbe. Voilà, et en parler sans. Je n'ai beaucoup moins cet écran. Beaucoup moins. Alors bon, c'est pas directement lié à ta question, mais. Et du coup, c'est plus la même chose qui me rend vivante. C'est pas. La nécessité d'écrire est restée, mais elle est moins pathologique, je dirais, peut-être, tout simplement. Et du coup, peut-être que la traversée est plus vive, plus réelle. Voilà. Mais c'est vraiment je crois que vraiment, c'est cette histoire que je disais tout à l'heure, d'être à la fois dans la transcription d'un monde à la fois flottant et incroyablement factuel, et dans tout ce qui est cette confrontation entre quelque chose d'existentiel et l'observation, qui fait penser à ça, parce que c'est le même travail.
tout comme les impressionnistes, à un moment donné, ont découvert les poètes japonais. Enfin, je veux dire, moi, j'écrivais comme ça bien avant de connaître les haïkus. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment un écho. Mais bon, il y a presque un écho dans toute la poésie aussi. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment... moi, j'adore hein, plein de poètes. Et puis, peut-être un peu dans ce qu'a dit Florence, je pense que moi, au départ, quand j'étais adolescente, je voulais écrire et je voulais peindre. Et j'ai souvent pensé que j'étais un peintre qui écrivait, enfin, ou en tout cas, j'aurais bien fait les deux. Voilà. Ça aussi, il y a des... Voilà, ça me fait plaisir que ça soit aussi là. Mais c'est aussi de l'observation. Tout ça, c'est un peu pareil, quoi. Merci à vous deux, c'était passionnant. Moi, je voulais revenir avec toi, Nadine, sur le titre du recueil. C'est un titre qui m'a énormément touchée et qui me touche encore. Alors, je te laisserai peut-être le soin de nous révéler ou non un peu plus sur ce titre, mais j'avais aussi des questions par rapport à voilà, comment t'es venu ce titre. Est-ce qu'il est venu au début de ton travail sur ce recueil, ou plutôt à la toute fin? Est-ce qu'il t'est venu d'un coup, ou est-ce que tu as mis des mois à le faire émerger? Voilà. Alors, je suis un peu incapable de répondre à cette question. C'est donc le premier vers d'un des poèmes, Le ciel coulisse. Donc j'ai dû écrire ce poème un jour ou pendant plusieurs mois, et aussi avec des choses qui... Parce qu'après, il y a une sacrée cuisine quand même, hein, voilà. Et alors, pourquoi ça s'est imposé comme titre? Je pense que quand même, le contenu... Mais ça, c'est un peu à mon insu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même à notre... On a beaucoup travaillé, très précis, vertical, machin, chercher le mot juste. Il y a un nombre de choses qui se passent à notre insu, heureusement, et beaucoup d'imprévus. Par exemple, dans les retours, il y a des choses que je vois que je n'avais absolument pas vues. En lisant à haute voix, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses que je n'avais absolument pas vues, des doubles sens, parce que dans la poésie, il y a beaucoup de doubles sens, de triples sens. Et il y en a que je n'avais pas vu, et que j'ai vu là, avec le temps ou avec les gens. Et alors, le titre, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je pense quand même que dans cette histoire de ciel qui coulisse, il y a quelque chose de ma vie qui s'est ouvert, quoi. Il y a quelque chose dans ce recueil d'une ouverture, d'un soulagement, d'une ouverture, ou ce que disait Daniel, d'in extremis, c'est-à-dire tout d'un coup le ciel coulisse, quoi. Voilà, il y a quand même quelque chose de ça. Après, c'est un peu comme les poèmes en général, c'est une proposition. Chacun en fait un peu ce qu'il veut, parce que chacun a son interprétation, chacun va percevoir un poème à sa manière. Après, c'est un peu dans le domaine, voilà, chacun, c'est vraiment une proposition. Mais c'est pareil, il y a beaucoup d'échos sur ce titre. Donc ça veut dire qu'il dit quelque chose, voilà. Moi, j'ai beaucoup ressenti en entendant les poèmes ce soir que je découvre des paysages, et je trouve qu'on retrouve beaucoup le champ lexical de l'eau, avec la pluie, ces poissons, des truites. On en a parlé, le héron, mais aussi dans les témoignages, il y a le plongeon, le bain. Il y a quelque chose d'assez humide, d'assez vaporeux comme ça. Et du coup, ma question, c'est est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est dû que à ces extraits-là? J'ai pas lu le recueil. Ou est-ce que c'est dû aussi à l'endroit d'où vous écrivez? Peut-être que c'est dans une maison de campagne, ou en tout cas, on n'est pas dans la ville. Ça ressemblerait plutôt à un marais, à une zone humide, comme ça, une campagne. Alors, c'est amusant parce que
en effet, c'est très bien vu, en effet, la majorité des poèmes, alors après, le travail a continué à se faire après, mais ont été écrits quand j'ai commencé quand je me suis consacrée à l'écriture, donc quand comme disait Benjamin, il y a 12 ans, j'ai construit une cabane dans mon jardin et j'habitais en Normandie. Pendant 30 ans, j'ai habité en Normandie, maintenant je suis à Paris. Et j'ai construit une cabane dans mon jardin qui était au bord d'une rivière. Donc effectivement, ce que j'avais sous les yeux, c'est aussi la truite, voilà, le héron, voilà, ça fait... Après, même si je m'en suis servi, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, s'ils m'ont évoqué des choses qui aussi disent des choses existentielles, et voilà. Mais c'est là, en effet. Et alors, pour moi, c'est très bien d'entendre, surtout que vous n'avez pas lu le recueil, le mot marais, parce que par contre, les poissons qui agonisent sur la berge de l'enfance, là on est en plein marais, à la pêche, et on est vraiment, alors là, dans les marais de l'Ouest, Vendée, Charente-Maritime, enfin voilà. Donc il y a vraiment, c'est marrant parce que je n'avais jamais vu, comme quoi c'est vraiment les gens enfin les retours qui nous disent des choses, le côté si humide du recueil, mais je le garde parce que voilà, c'est intéressant. En plus, on ne se connaît pas. Je connais Alice, mais on ne se connaît pas. Et donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait voir quelque chose. Mais c'est vrai que l'espace même de l'écriture est présente dans le recueil. Et aussi au travers, moi j'avais été frappé au travers du crayon qui est toujours, qui revient, qui est là, comme si la trace même du travail d'écriture apparaissait dans le poème. Oui, alors, certains le savent, moi ce qui me passionne c'est le travail. Donc, le travail sur le travail dans le travail, voilà, c'est ça qui me passionne. Alors, c'est pour ça que quand j'ai rencontré l'école, je reste ici parce que, voilà, on travaille. C'était vraiment une occasion merveilleuse de me mettre à l'étude, moi qui, pour tout un tas de raisons, n'en avais pas fait, en tout cas tout à fait assez à mon goût. Et donc, bah, moi, l'école, c'est mon palais, parce que, voilà, c'est le lieu du travail. Et aussi, bien sûr, l'écriture est pour moi le lieu du travail. Et la solitude, et le silence. Alors, le crayon, oui, alors c'est amusant, c'est vrai que c'est un compagnon fidèle, quand même, hein, et que je choisis avec soin. Et après, je le garde très longtemps. Et c'est un compagnon fidèle. Et alors, je disais, avec Jean-Marc, finalement, ça m'en fait deux. De compagnons fidèles, je veux dire. Et voilà. Donc, mais bon, au-delà de la plaisanterie, ma tablette est aussi une grande amie. Hein. Voilà, je navigue, mais le crayon est très important. Et puis ça marque le fait. C'est un compagnon, vraiment. Ça marque le fait que l'espace du travail n'est pas dissocié de l'espace de la vie, au fond. Que c'est, oh ben, absolument. De toute façon, c'est tout l'objet de mon travail. Alors là, voilà, c'est vraiment l'objet de mon travail. Et je vais me permettre, parce que je trouve que parfois à l'école, on ne cite pas assez de poètes jeunes, contemporains, pas morts. Hein. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoine de Wauters, et qui est né en 1981, donc voilà. Et qui a écrit plusieurs recueils et plusieurs livres absolument formidables. Et il dit ça. « Je ressens comme une certitude que l'écriture n'est pas une activité. C'est un pays, un lieu qui me devance et vers lequel je tends, le seul endroit où l'on peut me trouver et le seul où je me trouve. » Voilà. Je trouve que, voilà, par rapport à notre discussion, ça dit aussi, on dit tous, là, j'ai un peu l'impression quand je lis, alors c'est Antoine Hémas, c'est Wauters, c'est Siméon, c'est peu importe, je dirais, quand on parle avec Florentine, avec d'autres,
au fond, on dit pas les choses de la même manière, mais on dit tous un peu. Il y a un socle commun qui est comme dans la pratique. Enfin, ce socle commun, c'est ça. C'est l'endroit d'où on parle. C'est l'endroit où on est assis. C'est l'endroit d'où on parle. C'est l'endroit où on vit notre vie. Alors moi, je fais partie de la cohorte de ceux qui n'ont pas vu que tu écrivais « on ». Et alors... Daniel est sociologue. Alors, moi, je ne dis jamais « on ». À la rigueur, je ou nous, mais pas « on ». Mais comme je ne l'ai pas vu, et que c'est une chose, et que ça crève les yeux, bon, je m'en rends compte, du coup je m'en veux un peu, puis je me dis, si je ne l'ai pas vu, c'est que, comme toutes les évidences, c'est important, ce qu'on ne voit pas. Et donc, d'ailleurs, je pense que dans la poésie française, encore que je ne la connaisse pas bien, je ne suis pas un spécialiste de la poésie, loin de là, mais je pense que c'est très rare qu'on utilise le « on ». C'est très rare qu'on utilise le « on » dans la poésie française. Et je me demande que le sujet, le narrateur dise « on », c'est rare. Et donc, ça me questionne, et j'ai envie de te demander... Alors, j'avais lu des poèmes précédents que tu avais écrits, et j'ai envie de te demander, dans l'archéologie de ton travail, puisque tu travailles déjà depuis pas mal d'années à écrire de la poésie, est-ce que tu es venu tout de suite au « on » ou pas? Comment tu écrivais avant, dans ton évolution? Tes premiers poèmes? Non, je pense que dans les premiers poèmes, on est plutôt sur le jeu. Mais ils sont de nature différente. Et quand même, ça m'a conduit un peu direct. Alors, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que dans la poésie contemporaine, on va dire à partir des années 50, il y a toute une veine de poètes où le « on » existe. Je ne suis pas... Et est-ce que tu pourrais dire ce qui t'a fait passer du jeu au « on » ? Ce que je disais tout à l'heure, je crois que ça s'est vraiment imposé parce que le jeu ne correspondait pas à ce que j'avais à dire. Ce que j'avais à dire, ça n'allait pas. Il faudrait que je reprenne des choses, mais on crie sous les ombres. Voilà, je crie sous les ombres. C'est anecdotique. C'est un récit, c'est autre chose. Je ne dis pas, ça pourrait être très bien, hein, je n'ai pas de point de vue sur cette question, mais ce n'est pas du tout une critique. Mais on entend bien dans « je crie sous les ombres » et « on crie sous les ombres ». Voilà. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Voilà, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et je ne suis pas sérieuse, ça ne dit pas la même chose. C'est ça, voilà. Ce passage a quelque chose qui est plus universel, et donc dans lequel sûrement on peut englober. Mais tout ça ne s'est pas fait... c'est beaucoup plus réfléchi aujourd'hui à travers ce que j'ai pensé, à travers tout ce qu'on a pu me dire, à travers ce soir. Tout ça, pour moi aussi, se précise complètement. Mais en tout cas, j'ai essayé, j'ai tourné, et après, je ne voyais pas autre chose. Mais c'est aussi parce que je pense que on peut dire qu'on a quand même dans la poésie des parentés, des familles, enfin des gens avec qui justement on se sent un peu fraternel, enfin voilà. Et le « on » n'est pas si absent que ça dans un certain nombre de cas qui m'ont beaucoup touchée. Et j'ai vu quelque chose à travers ce « on », à travers d'autres poètes aussi, hein, que j'ai lus, qui m'ont fait avancer aussi, bien sûr. Daniel, tu voulais dire quelque chose? Non? Non, je crois. Merci beaucoup, Nadine. Merci à vous, merci beaucoup.
Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais faire quelques remerciements. J'y tiens beaucoup. Voilà, je voudrais remercier au plus haut Fabrice Midal, le fondateur de cette école où vous vous trouvez aujourd'hui. Sans aucun doute, une des rencontres majeures de mon existence. Remercier les enseignants exceptionnels qui m'ont accompagné généreusement et en toute liberté. Remercier Benjamin, dont la délicatesse et le travail ont permis à cette soirée de se dérouler et au ciel de coulisser. Remercier Germain Ross, l'éditeur du Ciel Coulisse. Et enfin, remercier du fond du cœur toutes celles et ceux dans l'école et hors de l'école qui m'ont soutenu de leur patiente et riche amitié tout au long des années. Merci à tout le monde, je sais que je dois beaucoup. Merci. Merci.